Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 19e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à monter notre premier disque. Alors sans partitionnement pour commencer et pour comprendre un petit peu mieux les principes de fonctionnement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, cliquez sur rejoindre. Vous pouvez également en parler autour de vous, faire du bouche à oreille ou partager sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer tranquillement. Donc si on reprend notre schéma d'il y a quelques vidéos maintenant, bientôt une vingtaine de vidéos d'ailleurs, où on représentait ce qu'était un système d'exploitation. Donc le but du système d'exploitation, c'est d'exploiter tout ce qu'on voit en bas, c'est-à-dire des éléments physiques, du hardware, on va dire. Et nous, à quoi on s'intéresse en ce moment, c'est ce bloc-là, c'est-à-dire, hop, voilà, on va essayer de le mettre en plus gros, voilà, comme ceci. C'est tout simplement, on va le mettre en rouge, cette partie qui est dédiée au stockage. Alors, ça fait déjà quelques vidéos d'ailleurs qu'on s'y intéresse. Je l'avais pas remis en perspective, mais je pense que c'est important quand même de se le remettre en perspective. Et aujourd'hui, ce que l'on va mieux comprendre, c'est le déroulé entre la disposition et la mise à disposition d'un disque à notre machine virtuelle, mais ça pourrait être une machine physique, ce serait à peu près similaire, on va dire, et le fait de l'avoir à disposition dans notre file system, donc dans notre même virtual file system. Alors quand on parle de virtual, c'est quoi l'intérêt? On le retrouve au niveau de la mémoire également, la mémoire virtuelle. Le but, c'est d'avoir une couche logique sur des éléments qui peuvent être éventuellement diversifiés de différentes sources, de différentes mises en œuvre techniques, et de pouvoir les avoir à disposition, et que l'étage au-dessus qui l'utilise, en l'occurrence l'utilisateur ici, alors que ce soit un utilisateur applicatif ou un utilisateur on va dire humain, eh bien ne se pose pas de question d'où est-ce qu'il se situe, il va l'utiliser, il va stocker des éléments dessus sans savoir ni même trop ce qu'il y a derrière. Alors bien sûr le but c'est de savoir tout de même ce qu'il y a derrière. On retrouve, vous voyez ici, notre couche qu'on avait vue, donc le Virtual File System, où on a notre hiérarchie de file system qu'on avait déjà vu préalablement. On retrouve également, alors on va passer toute la partie swap mémoire, c'est particulier, pour l'instant on ne l'a pas encore abordé. On retrouve une partie logique du file system, donc ce qu'on a un petit peu abordé lors de la vidéo précédente. On retrouve nos fameux block device qu'on a également abordé lors de la vidéo précédente, et en dessous bien sûr tout ça est utilisable sur des disques, et des disques qui sont utilisables via des drivers, de la même manière qu'on a des drivers pour la carte réseau. Dès lors qu'on veut se connecter et utiliser des éléments hardware, on a besoin de drivers qui vont être plus ou moins spécifiques en fonction du type de disque, de connectique, etc. Donc là, on va pas aborder non plus aujourd'hui les types de disques et de connectiques. Ça, c'est quelque chose qui sera que je vais mettre à jour dans la saison 1. On verra ça plus tard. Donc, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être quoi? Ça va être de rajouter un disque, donc si on revient sur ce schéma, rajouter un disque ici, et faire en sorte que l'utilisateur au-dessus soit en mesure d'utiliser. Vous allez voir que ça va être très très simple pour le moment, parce qu'on va passer en mode non partitionné, et on ne va pas utiliser ce qu'on appelle le LVM. On reverra ça plus tard et vraiment un peu plus dans le détail. Pour se simplifier les choses, on rentre dans les choses de manière succincte pour le moment. Alors, généralement, on utilise à minima le partitionnement, voire du partitionnement et du LVM. C'est quelque chose qui est relativement courant, notamment quand on veut avoir à disposition sur ce disque notre système d'exploitation notamment. On va revenir juste après, quel est l'intérêt de ces choses et pourquoi lorsqu'on ne fait pas de partitionnement, on peut avoir des difficultés. Ça peut être très pratique, notamment le mode sans partitionnement, quand on veut simplement brancher un disque supplémentaire sur un serveur ou sur une machine virtuelle. On va pouvoir charger, on va faire un petit test, on va pouvoir charger, migrer de la donnée dessus, faire éventuellement alors on le fera pas à base de CP, mais avec la commande CP on a déjà vu qu'on pouvait copier des fichiers, des répertoires entiers. On pourrait très bien sur un disque copier un répertoire entier, se dire ce disque là, ensuite on le déconnecte de cette machine là et on le reconnecte à une autre machine. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la vidéo. Vous allez voir que ça va être relativement simple, et ça c'est valable à la fois pour une machine virtuelle comme on va le faire là, mais pour une machine physique. C'est comme si on avait un disque physique qu'on connecte sur une machine, qu'on va brancher sur une machine, on lui injecte de la donnée. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on peut
déconnecter et le reconnecter à une autre machine, le remonter et pouvoir récupérer les informations. Alors l'inconvénient sans partitionnement, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement qu'on n'a pas de facilité d'isolation. Donc on verra ça plus tard, juste après, dans une prochaine vidéo, on va découvrir le partitionnement. Si le disque est plein, par exemple dans notre cas d'une machine virtuelle, bien si le disque est plein, on va perdre l'intégralité de la machine virtuelle. En tout cas, il y a de forts risques qu'on ne puisse plus du tout se connecter dessus. Et quand on dit plein, ça peut être plein pour des raisons vraiment anodines. Par exemple, on va avoir rempli, on verra ça plus tard, les logs, où on va avoir un utilisateur qui va avoir stocké un gros fichier ou générer beaucoup de données, et derrière, il va avoir rempli le disque, et au lieu que ce disque ne remplisse qu'une partition, il va être rempli en totalité. Du coup, y compris le système d'exploitation sera saturé, n'aura plus d'espace, et du coup, on ne pourra plus se connecter à cette machine. Donc, les partitions aussi, alors si vous faites une petite recherche sur le web, généralement ce qu'on retrouve dans les premiers motifs de partition, mais ce n'est pas le motif principal de celui-ci, c'est le cas d'utilisation des dual boot également. Pour les gens qui veulent avoir un Linux et une machine Windows en parallèle sur le même laptop, sur le même ordinateur, eh bien, c'est aussi un moyen de créer une isolation entre les deux et de permettre d'avoir deux systèmes d'exploitation, ou plusieurs même, et de les gérer indépendamment. Alors, nous, on va repartir sur notre VirtualBox. Donc, on va le rouvrir ici, voilà, notre VirtualBox. Ce que je vais faire, c'est que je vais cloner cette machine-là. Donc, c'était notre machine deb2. Donc, on va découvrir ensemble comment on clone. Donc, on va faire un clone. On va l'appeler deb3, comme ceci. On va juste l'ajouter comme ceci, full clone, et donc en fait c'est comme si on avait la même machine, on va être disposé d'un réseau différent bien sûr, mais vous voyez qu'on va disposer d'une seconde machine. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un disque sur cette machine là, on va faire ce qu'on a à faire pour injecter même un seul fichier, et derrière on va le déconnecter de cette machine là, et on va le remettre sur cette machine-ci pour voir que justement on ne perd pas de données, et que les données sont sur ce disque, et qu'on peut le réutiliser sans problème. Alors on va commencer par rajouter un disque à notre machine virtuelle. Alors là, ce qu'on fait de manière virtuelle, donc par cette interface graphique, ça équivaut, si on avait un serveur physique, à prendre le disque en question, ouvrir le serveur, et éventuellement, ouvrir, ou pas forcément l'ouvrir, en tout cas, insérer un nouveau disque dans le serveur, le faire reconnaître, et l'avoir donc à disposition d'un point de vue hardware, on va dire. Et derrière, on va procéder un petit peu de la même manière, mais en machine virtuelle. Donc là, on va éditer les settings de cette machine. On va aller dans Storage, et vous voyez qu'ici, on a le contrôleur SATA. Alors nous, on va passer par du SATA, on pourrait passer par du NVMe, etc. Là, on va passer par du SATA, on va simuler un disque simple, mécanique, classique. Donc on va dire qu'on ajoute un hard disk ici, sur son contrôleur SATA. Alors là, j'en ai pas à disposition, vous voyez, j'en ai plein d'autres, mais pas celui qui me faut, donc je vais cliquer sur Create. Et là, on a plusieurs modes, donc je vous en avais un petit peu parlé, de disques, type de disque. Nous, on est dans le cas de VirtualBox, on ne veut pas le partager avec d'autres types d'hyperviseurs, on verra la notion d'hyperviseur plus tard. Nous, on utilise le premier cas de figure. On veut une allocation dynamique, ça veut dire qu'on ne va pas forcément utiliser la totalité, et on clique sur Create. Donc là, il vient d'être créé. On va le retrouver normalement quelque part, donc c'est celui-ci, voilà, 8 Go, on retient bien la taille, et on le rajoute. Donc là, vous voyez qu'on a un disque supplémentaire, c'est celui-ci, qui va être sur le port SATA 1, et celui-ci est sur le port SATA 2. C'est comme si j'avais des connectiques vraiment différentes. On avait déjà évoqué un petit peu cela dans la première saison, les différents types de connectiques. On va cliquer tout simplement sur OK, et là, maintenant, on va pouvoir lancer notre machine comme on l'a lancé précédemment. Donc elle se lance. Donc là on vient de rajouter le disque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on l'a déjà utilisé cette commande là, on reviendra plus dans le détail, notamment quand on va faire le partitionnement, parce que c'est un outil qui est essentiel. Alors il y a d'autres outils qui permettent également de faire du partitionnement. Nous on va se concentrer essentiellement sur fdisk. Donc là on va faire un fdisk-l quand on va accéder à notre machine, ce qui est le cas ici. Donc on se connecte à notre machine. Vous voyez que c'est bien toujours la même, on a toujours notre message, Xav qui land, etc. Hop là, j'ai mis n'importe quoi, je pense. Voilà. Et on va se mettre en tant que root pour être un petit peu tranquille, pour faire
ce que l'on a à faire. Et donc on va faire un fdisk, alors j'ai même pas besoin du sudo du coup, je vais faire un fdisk-l. Donc si je fais un fdisk-l, qu'est-ce que j'ai? Je vais constater que j'ai, alors on va utiliser, c'est très très pratique, on va faire un pipe comme ceci, donc le Alt-GR du 6, c'est-à-dire la barre verticale, et on va faire un more, ce qui va permettre d'afficher page par page les choses. Et si on affiche page par page les choses, vous voyez qu'on a un disque SDA1 dans la première ligne ici qui fait 16 Go, on va dire, et vous voyez que juste en dessous le tableau avec les périphériques d'amorçage, etc., on a un disque dev SDB de 8 Go. C'est bien notre disque qui vient d'être ajouté. Vous voyez que le modèle c'est VBox Hard Disk, ça veut dire que c'est un modèle virtuel qu'on a connecté via l'hyperviseur qu'on utilise. On retrouve aussi la taille de secteur, souvenez-vous, donc les blocs au niveau hardware cette fois-ci, donc les blocs device au niveau hardware, et c'est du 512 octets dans notre cas de figure. Donc là on peut passer tout ça, on s'en fiche. Donc en gros, on retient dev SDB, on sait qu'on a 8 Go. Donc maintenant, on va pouvoir le monter sur notre machine, mais avant de le monter, il va falloir le formater dans le type de file system que l'on souhaite utiliser. Alors couramment sur Linux, on utilise le ext4, mais il existe le XFS par exemple, ou d'autres file system possibles, formats de file system possibles. On verra les particularités de quelques-uns des plus courants. Nous, on va donc utiliser ext4, donc on va faire un mkfs, donc c'est comme si tout simplement on formatait voilà, à l'ancienne on formatait des disquettes, c'est exactement le même principe. On va faire un mkfs de ext4, voilà, et on va faire donc ça sur dev SDB, donc notre fameux device. Donc là, une fois qu'on l'a fait, vous voyez qu'on a différentes informations qui nous sont fournies. Il nous a dit qu'il a créé avec des blocs de 4K, donc ça c'est ce qu'on voit dans la troisième ligne. Le nombre d'inodes qui ont été créés pour l'occasion, c'est 524 288 inode, et on voit qu'on a un UID, un UUID spécifique à ce disque. Donc potentiellement on pourrait utiliser l'UID, on va voir un petit peu plus tard, on le reverra plus tard d'ailleurs, et on a la notion de superbloc. Alors ça on va revenir dessus dans une prochaine vidéo. Donc pour associer des blocs, on a des groupes de blocs, et pour on va dire stocker des métadatas de ces groupes de blocs, on utilise ce qu'on appelle des superblocs. Donc ces superblocs ont des inodes, et c'est ceux qu'on voit apparaître, donc 32 768, 98 304, etc. Ensuite, il nous dit qu'il a alloué une table de groupe, qu'il a écrit la table des inodes, qu'il a créé les journaux, alors on y reviendra un petit peu, et qu'il a écrit les superblocs. Donc parfait, il a fait son travail, c'est parfait. Donc on a à notre disposition un disque qui est formaté en ext4. Maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le montage ou le monter sur notre file system. Alors pour le monter sur notre file system, il nous faut un endroit de destination. Comme endroit de destination, ça veut dire tout simplement que dans notre hiérarchie de file system, on veut le stocker quelque part. Il faut qu'il corresponde à un répertoire. Donc concrètement, nous ce que l'on va faire, on va faire un mkdir, et on va le créer par exemple dans /srv, et puis on va appeler ça xavkey. On va créer un répertoire qui s'appelle xavkey dans /srv. srv/xavkey, je le retrouve, je suis dedans, j'ai fait un ls, il me dit pas qu'il n'est pas disponible, donc ça veut dire qu'il existe bien. Là, en l'occurrence, si je le laisse tel quel, pour l'instant, je n'ai pas encore monté mon disque. Ça veut dire que si j'ajoute des données dans /srv/xavkey, ce ne sont pas des données qui vont sur ce disque-là, c'est ceux qui vont sur le disque qui a été monté à la racine de base, c'est-à-dire, en l'occurrence, dans notre cas de figure, dev SDA. Donc là, on n'a plus qu'à le monter. Donc pour ça, on va utiliser la commande mount-t. On va spécifier le type de file system qu'on va utiliser. Nous en l'occurrence, c'est ext4. On va préciser qu'on va monter dev SDB. On peut tabuler. Et ensuite, on va monter /srv xavkey. Alors comment on fait maintenant pour vérifier que notre montage est réalisé? Donc première chose, on peut lancer un mount
comme ceci, donc cette fameuse commande mount. On va y revenir dans la prochaine vidéo, dans 2 vidéos de cette commande mount, qui est une commande qui est indispensable quand on veut utiliser des disques. Elle est indispensable. Et nous, vous voyez qu'on va retrouver tout en bas, en avant-dernière ligne, pour le coup, dev-sdb, qui est monté sur /srv-xavkey avec un type ext4. Il nous précise que notamment, on a du RW, ça veut dire que c'est un disque qui va être du coup lisible et que l'on peut écrire dedans. En l'occurrence, il y a une autre commande qui est extrêmement utile, c'est la commande df. Donc si je lance un df comme ceci, on va retrouver l'ensemble des points de montage, en tout cas les plus courants, sur notre système, c'est-à-dire dev-sdb, vous voyez en dernière ligne, et on va retrouver /srv-xavkey. Et vous voyez que dedans, on va avoir d'autres informations. On voit qu'on a des blocs, un nombre de blocs de 1K, combien on en a d'utilisés pour le moment, combien on en a de disponibles. Et derrière, si je fais un -h par exemple, eh bien je vais retrouver la disponibilité en volume. Vous voyez qu'ici j'ai 7,8 gigas de disponible, d'allouable. J'en ai déjà utilisé 24K et il me reste alors là, parce que derrière on a des aspects de metadata, etc. de disponible, on n'a plus que 7,4 gigas de disponible. Donc on en a utilisé 1% sur /srv-xavkey. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la commande df? Il y a encore pas mal de choses. Alors qu'est-ce qu'elle signifie? Voilà, tout d'abord, donc la commande df c'est pour disk free. Elle permet d'avoir des informations sur l'utilisation des file systems. Donc c'est ce que l'on retrouve juste ici. Donc on a notre, on va la remettre. On a notre, on va la remettre comme ceci, voilà, plus exactement. On a notre système, notre file system, notre système de fichiers dans la première colonne, et à la fin on a monté sur, donc ça équivaut à notre système, notre hiérarchie de file system. Ensuite on peut y visualiser également la consommation d'inode, les montages actifs sur le système, c'est ce qu'on voit nous dans notre cas de figure. Vous avez la page Wikipédia qui fournit d'autres informations. Et si on revient sur les colonnes, donc première colonne, on a l'ensemble des devices des file systems, donc nos disques par exemple disponibles. On a également le nombre de blocs de 1K. Donc ça c'est un petit peu moins utile, on va dire. On a la taille utilisée, la taille disponible, la table utilisé en pourcentage et le mount on qui est où le device est monté sur le FHS, c'est-à-dire la hiérarchie de nos file systems. Alors il existe différentes options pour DF, donc on a vu le petit h pour avoir un affichage en mode humain de la taille par exemple. On a le petit a, alors le petit a lui il va permettre d'afficher vraiment tous les montages qui existent vraiment, y compris des montages logiques à l'intérieur de notre distribution. Ensuite on a le petit i qui lui va nous fournir des informations sur le nombre d'inodes. Alors ici c'est marqué INE parce qu'on est en français, mais vous voyez qu'ici dans SDB on retrouve notre 524 288 inodes et on voit qu'on en a utilisé 11 pour le moment, il nous en reste 524 277. Donc voilà. Ensuite on a quoi d'autre? Le tiret T, donc oui, qui est aussi très pratique. Si on fait un tiret T, on va pouvoir voir ici le type de file system. Comme je vous disais tout à l'heure, nous on est en ext4, donc on voit qu'on a pas mal d'éléments montés à partir d'un file system ext4. On a également d'autres types qui sont tmpfs, mais qui sont un petit peu moins parlants pour le moment. On va pouvoir également passer, si on veut faire un tri, un -t, on va pouvoir passer ext4 directement et ça va juste lister les volumes en ext4. Donc ça c'est pas mal. On a le tiret, je sais pas si je l'ai mis, non je l'ai peut-être pas mis. On a le tiret x qui va permettre de lui d'exclure le type de file system qu'on ne veut pas afficher. Par exemple, si je ne veux pas afficher tmpfs mais afficher tous les jours, je vais pouvoir passer un -x. Et puis on a également celui-ci, il est pratique quand on fait du scripting. On a le -total.
Donc le tiret total, l'avantage c'est que dans la dernière ligne, il va afficher un total en plus. Si je le mets en mode humain, il va me dire voilà, au total sur ta machine tu as 22 gigas, il y en a tant d'utilisés, etc. Mais comme je vous disais, ça n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire que en fait si je remplis le disque SDB par exemple, bah, ça ne veut pas dire pour autant que ma machine est dans une situation forcément critique. Par contre si je remplis SDA, elle peut être critique, sauf que là vous voyez, on le verra plus tard, en tout cas il y a du partitionnement et donc du coup on est moins soumis à des aléas liés à des disques qui pourraient être remplis. Alors là, ce qu'on va faire, alors, on peut également, donc, on a passé notre commande mount tout à l'heure, donc si je remonte avec ma flèche du haut, on a passé cette commande mount, alors c'est bien, moi je mets un petit dièse devant pour pas la relancer, la commande mount c'est bien, le problème c'est que si je redémarre ma machine, eh bien je vais perdre le montage en question. Je serai obligé de le refaire, et ça ce n'est pas souhaitable, c'est-à-dire que si on a une machine qui redémarre automatiquement, généralement voilà, on fait tout pour faire en sorte que les programmes se relancent, et si il manque un disque, on va avoir un souci avec, et on risque de ne pas pouvoir relancer la machine. Donc on verra ça un petit peu plus tard, mais ce qu'on peut faire pour faire ça, en tout cas pour gérer cet aspect-là, et rendre persistant le montage en question, on peut éditer un fichier qui s'appelle fstab dans /etc fstab. Alors vous voyez que ça tombe bien puisque justement on a déjà des montages qui sont présents. Nous ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement rajouter, ah oui alors je peux pas le rajouter comme ça, rajouter notre montage directement ici, c'est-à-dire dev sdb. Derrière je vais faire une petite tabulation, je pourrais dire que je veux le monter dans /srv xavkey comme ceci. Ensuite je peux préciser que c'est de EXT4, on va utiliser les configurations par défaut et on va rajouter 0, 0. Donc là, ça nous permet d'avoir un montage qui va être persistant. Alors là, je l'enregistre pas parce que je ne souhaite pas forcément le faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra parce qu'il y a de nombreuses petites options qu'on peut rajouter qui peuvent être très très utiles. Alors là, ce qu'on va faire, on va éditer dedans. Donc on va se remettre ici, on va faire un vim dans /srv xavkey comme ceci, et on va faire demo.txt. Donc je suis en train d'écrire dans mon file system qui est monté donc en ext4, monté dans /dev sdb. Donc là je vais écrire voici, hop là, alors j'ai perdu ma souris. Hop, on va y arriver. Hop, voilà. Je suis le nouveau disque de 8 Go. Voilà. Donc là, je vais enregistrer. Et puis ce que je vais faire, je sais que ce disque-là, finalement, je veux le remonter sur une autre machine, mais pas sur celle-ci. J'ai récupéré des informations de celle-ci éventuellement. Et bien ce que je vais faire, je vais démonter le disque. Donc on a vu la commande mount, il existe la commande umount. Et là on peut démonter, alors soit à partir du nom du disque, c'est-à-dire /dev sdb, soit à partir du montage qui est réalisé, c'est-à-dire /srv xavkey. On peut le faire comme ça, voilà. Donc si je refais un df cette fois-ci, vous voyez que mon montage a disparu, parfait. Donc là on va arrêter cette machine, et on va prendre une deuxième machine qui est notre clone ici, deb3. Et ce deb3, ce qu'on va faire, comme on l'a fait tout à l'heure, on va le rajouter notre disque. Mais cette fois-ci, on va pas le créer, on va prendre le disque déjà existant. Donc on va se mettre ici, on va dire qu'on veut rajouter un hard disk, et on va rechercher ici, alors, hop, ça doit être celui-ci, deb2 underscore 1 de 8 Go, voilà. On va choisir deb2 underscore 1 VDI de 8 Go. On va l'utiliser, donc on clique sur Choose, vous voyez qu'il l'a rajouté ici à notre machine, on clique sur OK et on va lancer la machine. Donc comme tout à l'heure, on lance la machine, c'est parti, ça va aller assez vite. Alors, je vérifie au passage que je veux vous montrer, voilà, parfait, toc toc, ouais, tout ça, OK. Voilà, donc on arrive sur notre machine. Hop. Voilà. Donc on se connecte en tant que Xavkey. Hop, voilà. Et là je peux faire un sudo fdisk-l.
Alors tout à l'heure j'ai utilisé le root, mais le compte root, mais ça servait pas à grand chose. Et voilà, donc du coup, on retrouve encore une fois donc notre dev SDB, mais on est sur une autre machine, malgré tout. Ce disque-là, c'est comme si je l'avais déconnecté tout à l'heure, et que je venais le reconnecter sur le nouveau serveur. Donc là, ce disque, il est déjà formaté. Il demande plus qu'une chose, c'est à être monté. Donc on va faire un sudo mount. Alors attention, là il se nomme SDB, ça veut pas dire que parce qu'il s'appelait SDB sur l'autre machine, il s'appellera SDB sur celle-ci. Ça dépend du nombre de disques présents. Au fur et à mesure, le système, si j'avais déjà eu un autre disque présent, celui-ci aurait été présenté en tant que SDC, par exemple. Et voilà. Donc là, on va préciser qu'on va faire un ext4. Et derrière, on va le monter en dev SDB sur... alors oui, on n'a pas créé... On va faire un petit truc. Voilà. On va d'abord créer un répertoire. Cette fois-ci, tiens, on va dire qu'on va le mettre dans /tmp/xavkey. On crée un répertoire temporaire. Attention, ça veut dire qu'il potentiellement il va être supprimé quand la machine va redémarrer. Mais là, on va dire qu'on fait quelque chose de ponctuel. Donc derrière, je vais faire un sudo mount de dev SDB dans /tmp/xavkey. Donc le répertoire que je viens de créer. Donc si je refais un df cette fois-ci, vous voyez que j'ai bien mon dev SDB qui a été monté dans /tmp/xavkey. Derrière, si je fais un ls de /tmp/xavkey, qu'est-ce que j'ai? Je retrouve bien mon fichier demo.txt. Donc ça vient vraiment comme si j'avais par exemple voilà, mon disque externe USB que j'avais connecté dans un premier temps à une machine, dans un deuxième temps à une seconde machine. Voilà, donc quelque chose de très très simple. Alors il existe une autre commande aussi qui est très très sympathique, qui s'appelle dump2fs. Et dump2fs, donc si je passe un sudo dump to-fs avec un tiret petit h, et on va lui passer un /dev/sdb. Alors vous voyez que là, on peut réutiliser le pipe mort, on verra la notion de pipe et redirection plus tard, et vous voyez que derrière on retrouve beaucoup d'informations qui sont assez intéressantes, notamment l'UID du file system en question. On va retrouver également le nombre d'inodes, le nombre de blocs, la taille des blocs, donc 4096. On va retrouver aussi quand est-ce qu'il a été créé ce file system là, combien de fois ça fait qu'on le monte. Donc vous voyez qu'on l'a monté mount count en partant du bas en 5e ligne 2 fois. Et effectivement, on l'a monté sur une machine avant et on vient de le monter une seconde fois, etc. Donc vraiment beaucoup d'informations très très utiles qui vaut le coup d'être un petit peu creusé en fait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Bien sûr, on ira plus dans le détail par la suite. N'hésitez pas également à en parler autour de vous et faites vivre cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavkey.